Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous retrouver. Comme d'habitude, nous allons parler de vous. Cette émission, c'est la vôtre, une libre antenne jusqu'à 1h. 39 21, notre numéro d'appel. Vous le savez, on parle de vous, on parle de tout et je suis à votre écoute. Prête à vous donner un petit coup de main en cas de réflexion difficile ou indigeste. Donc je compte sur vous pour m'appeler, me raconter ce qui vous vient, ce qui vous étreint, ce qui vous empêche peut-être de trouver le sommeil. Nous sommes ensemble, mais je ne suis pas seule. Avec moi, la petite équipe Geoffroy et Emeline au standard vont vous accueillir tout au long de cette soirée. Et Philippe veille à la parfaite réalisation de cette soirée. 39 21, donc notre numéro d'appel, et vous passez avec moi à l'antenne. Mais vous pouvez aussi nous joindre par SMS 7 39 21 en commençant par le mot nuit, bien sûr. J'attends vos SMS parce que j'aime avoir vos réactions à chaud. Ça me permet de réfléchir et de réagir avec vous. Et puis, dernier accès, nos mails sur notre site europe1.fr. Et nous allons commencer cette émission avec Émile. Bonsoir Émile. Émile, vous êtes avec nous? Je ne vous entends pas. Ah, on a dû perdre Émile. Émile qui nous appelait parce que il a un souci, une maladie particulière qui le laisse dans une grande souffrance depuis près d'une quinzaine d'années et qui a essayé de nous joindre à de nombreuses reprises. Donc Émile, si vous pouvez bien avoir la gentillesse de nous rappeler, ça serait gentil à vous. Et en attendant, un peu de musique, s'il vous plaît. Avons-nous retrouvé Émile? Bonsoir Émile. Bonsoir Caroline, on avait perdu Émile, a priori j'ai allumé ma radio il y a quelques instants et en fait il y a eu techniquement un souci qui émanait a priori de votre côté, mais c'est absolument pas grave. Enfin, mais voilà, l'important c'est que nous nous retrouvions bien. Voilà. Bienvenue sur la boîte vocale du 01. Ah, 34, nous avons de nouveau un petit souci technique, on dirait que c'est ponctué de gags cette fois-ci. Émile, êtes-vous là? J'ai l'impression que je suis bien là, je vous promets que je ne suis pas autour de ce gag. Bon, alors, voilà, vous nous avez appelé, je crois, depuis un certain temps. Vous avez appelé Caroline Dublanche. Vous avez un syndrome qui est un syndrome particulier, le syndrome de Diogène, je crois. Alors, ça n'est pas moi personnellement. Je me suis peut-être mal exprimé, à savoir que j'ai appris à connaître ce syndrome à mes dépens, à savoir que je subis ce syndrome depuis une quinzaine d'années à peu près. Et j'ai appris à mes dépens à le connaître depuis environ 2 ans en me documentant beaucoup via Internet, en ayant accès à des tests de médecins ou des masters de personnes concernant l'habitat ou le social. Ouais. Et je suis actuellement, si j'ose dire, en plein dedans parce qu'il y a eu une intervention de personnes que je qualifierais de compétentes, mais je ne peux pas vraiment dire plus pour mon cas, du moins personnel, parce que il y a une action en quelque sorte judiciaire en cours. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer, puisque vous n'êtes pas victime, vous, personnellement, de ce syndrome, comment y avez-vous été confronté? Alors, c'est progressivement constater une personne qui a ce que j'appellerais, ce qui s'appelle des TOC, oui. Et qui entasse peu à peu dans son logement et a des comportements, je dirais, différents de la plupart des personnes. Et observer sans être un voyeur, du tout un voyeur, que cette personne a de plus en plus de mal à pénétrer dans son logement et à en ressortir. Pénétrer dans son logement, à en ressortir, c'est assez connu, c'est de l'agoraphobie, on craint les autres. Je me permets de vous préciser que, en l'occurrence, je ne sais pas s'il y a de l'agoraphobie, mais physiquement parlant, j'ai assisté à des transports, j'ai assisté à des nuits passées sur le palier. Je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres personnes également, des comportements, disons, singuliers, quoi. Bien sûr. Et puis, suite à... Je ne peux pas, évidemment, évoquer je ne peux être évasif sur ma situation personnelle, même si on est à la radio. J'ai
lorsque les services sont venus il y a moins de 2 mois procéder à ce qu'on appelle un état des lieux, tout le monde a été, je sais pas comment vous dire, sidéré. Et sidéré parce que c'est un logement qui, sous 2,50 m de plafond et 80 à 85 mètres carrés, est entassé du sol au plafond de choses les plus diverses, de détritus, de choses qui peuvent être plus propres, emballées. Et sur Internet, si on consulte Internet, il est beaucoup question de la personne qui a le syndrome de Diogène, mais il n'est pas du tout question, ou alors sur de rares sources d'informations qui ne sont a priori même pas françaises, sur les conséquences pour le voisinage. Le voisinage immédiat, vous voulez dire. J'ai même pu dire que ça pouvait perturber beaucoup les intervenants sociaux ou aussi bien un inspecteur de la salubrité. Voilà, alors c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé ce soir. Et puis aussi, si par hasard parmi les auditeurs il y aurait quelqu'un, des personnes qui auraient été confrontées à cette chose, également à la difficulté pour faire intervenir les personnes compétentes, parce que ça a été sincèrement un véritable parcours du combattant. Ouais, en fait, vous évoquez tout simplement un vrai trouble psychiatrique, donc c'est toujours difficile pour les services sociaux de prendre la mesure du trouble psychiatrique. C'est assez fréquent d'entendre, vous savez, mon compagnon, ma compagne présente des troubles graves. Allez faire la part des choses, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et je parle sous votre contrôle, à savoir que ces personnes ne demandent pas d'aide et sont dans un parfait déni. Tout à fait. Et de plus, j'ai pu m'entretenir avec, pas beaucoup, mais quelques médecins, par exemple généralistes, et c'est un mystère pour eux. Si on leur prononce syndrome de Diogène, ils ne savent même pas ce que c'est. Je pense que c'est évidemment plutôt quelque chose réservé aux psychiatres et aux psychologues. Oui, à la psychiatrie, tout à fait. Alors, la question que je vous pose, moi, c'est quelles sont les répercussions sur vous ? Vous dites avoir progressivement être devenu plus replié sur vous-même. Replié sur moi-même, des fois complètement prostré. Oui. Un retenti, j'ose le dire, dépressif. Bien sûr. Ayant eu le sentiment de ne pas être cru aux nombreuses personnes et je dirais institutions à qui j'ai écrit, donc j'ai fini par complètement douter de moi et même me dire à un moment donné, je veux pas pousser à l'extrême, mais voilà, c'est pas possible, t'es dingo, personne te croit. Et lorsque j'ai, il n'y a pas très longtemps, eu un constat de plus d'une dizaine de personnes, ça a été un soulagement immense, mais en même temps, je dirais que le mal est fait, quoi. Mais et disons que cette chose, le syndrome de Diogène, étant visible par peu de gens en raison de la non-demande d'assistance par la personne qui en est atteinte, je trouve que ça semble relativement confidentiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, c'est un syndrome qui a été identifié. Personnellement, je dois dire que je ne connais pas ce trouble psychiatrique. Je connais la difficulté que l'on a à sortir de chez soi, à y rentrer, et parce que l'on a accumulé des choses. Bon, si vous voulez, il y a plusieurs symptômes qui sont identifiés et qui forment l'ensemble de la maladie. Alors, quoi qu'il arrive, vous l'avez dit, ce sont des troubles psychiques graves, voilà, qui relèvent de la psychiatrie, et donc j'imagine que ça a donné lieu à une hospitalisation, mais c'est vrai que souvent. Pour l'instant, non. Du moins peut-être en amont, mais pour l'instant, non. Sans rentrer, je veux pas trop rentrer dans les détails. Pour l'instant, la personne vide d'elle-même sous contrôle son logement. Mais il risque, probablement qu'elle va être, et je l'espère de tout cœur aussi. Oui, parce que c'est ce qui peut lui arriver. C'est ce qui peut lui arriver de mieux. De ce que je comprends, vous êtes assez proche, donc ça a dû vous faire terriblement souffrir, de voir sans doute ça se dégrader. Vous parlez de 15 années tout de même. Oui, et proche, si
vous voulez, votre mot proche, c'est plutôt dans mon sens proche d'un point de vue distance, puisque ça se passe à 2 mètres de ma porte d'entrée. Oui. Mais c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui... je m'étonne un peu ce soir de parler comme ça avec vous, probablement avec des millions, une centaine de milliers de personnes qui écoutent. Non, c'est fait comme si vous étiez seul avec moi. Vous parlez avec une amie au téléphone. C'est mieux. Exactement. C'est le sentiment que je ressens et j'en suis très reconnaissante. Moi, je suis pas à la base, je ne noue pas, disons, connaissance facilement, mais c'est en plus quelqu'un qui m'a totalement rejeté, quoi, et qui a été, qui m'a dit que je le harcelais, qui a voulu déposer plainte contre moi, tout ça, et ça a été pour moi très très bouleversant psychologiquement, et je le reconnais très volontiers, je ne suis pas réparé, ça prendra du temps. Et je sais que je vais avoir un support. Madame Dublanche, je plaisante un petit peu, elle dit parler à quelqu'un, oui, voilà, en l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Oui, exactement, on dit parler à quelqu'un, on dit toujours quelqu'un, je vais voir quelqu'un ou je vais parler à quelqu'un. Voilà. En fait, oui, disons que vous allez aller voir quelqu'un de spécialisé. Voilà. Et ma curiosité, encore une fois, c'est si par hasard des auditeurs auraient vécu la même chose et puis la difficulté à la faire reconnaître, si j'ose dire, je serais curieux d'avoir leur retour. Et puis s'ils ont eu eux aussi une souffrance psychologique et comme vous-même vous l'avez subi. Ouais, vous l'avez subi. Alors voyez-vous, je reçois justement un SMS qui dit la chose suivante: dans une résidence de luxe à Cannes, même problème, il a fallu attendre que la dame tombe dans la rue. Les services ont mis 4 jours avec masque pour vider l'appartement. Ça nous vient de la part de Denise. Je remercie déjà pour ce témoignage, et puis je ne suis pas du tout surpris parce que ces personnes que je respecte bien sûr ont aussi une certaine faculté à dissimuler en quelque sorte là. Et d'autre part, là-dessus les statistiques elles sont pas très très affirmées, mais ça touche des gens qui ont un certain statut professionnel. Oui, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le degré d'études ou etc. Même SMS de la part d'Yvan qui dit on retrouve ce problème assez régulièrement dans les immeubles. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui est assez répertorié dont vous témoignez ce soir. Et vous avez le courage d'en témoigner parce que effectivement la plupart du temps on se sent peut-être intrusif, on a l'impression que soi-même on rêve, on s'imagine des choses. C'est assez compliqué comme démarche. Ça va plus loin aussi, c'est que paraît-il que, je parle aussi sous votre contrôle et puis ce que j'ai pu en lire, c'est que lorsque ces personnes sont entre guillemets découvertes, ça peut, chez certaines, et Dieu merci, pas toutes ou si possible pas aucune, engendrer jusqu'à, vous voyez ce que je veux dire, quoi, des choses dramatiques. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie en tout cas de nous avoir appelés pour parler de ce problème qui, selon les témoignages que je reçois, se retrouve malgré tout plus fréquemment que ce que vous n'imaginez. Alors, tout au long de la soirée, j'imagine que nos auditeurs, enfin ceux qui ne sont pas sortis danser au bal du 14 juillet, parce qu'en ce moment, je les attends, vont nous apporter leur témoignage que je ne manquerai pas de vous répercuter. Voilà, Émile. Et puis, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez, une autre histoire à nous raconter. Je vous ai donné, mon numéro de téléphone fixe. Si témoignage il y avait par téléphone, je souhaiterais plutôt que ça soit sur mon téléphone portable, mais que je n'ai pas donné. D'accord. Ou bien à l'antenne. On va vous prendre hors antenne et vous allez pouvoir le donner. Merci de votre appel en tout cas. Bonsoir. Au revoir, Émile. Pour dialoguer avec Caroline Veil, envoyez le mot nuit. Suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Alors, une petite réaction par SMS d'abord, toujours de la part d'Yvan. À l'attention d'Émile, l'auditeur que nous venons d'avoir, signaler cette personne au syndic, il possède un service de conflit des voisinages. Ça, c'est toujours intéressant parce qu'on ne connaît pas
exactement ce que peut faire un syndic et c'est quelquefois bien utile. Une autre réaction, cette fois-ci à l'antenne, avec vous Catherine. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Caroline. Écoutez, je ne sais pas si je peux être très utile, mais enfin, c'est-à-dire que je me retrouve... Pardon ? Au contraire. C'est-à-dire, je ne sais pas si je vous ai déjà eu, vous, mais j'ai déjà appelé 1 ou 2 fois par rapport au TOC dont qui me handicape carrément très très fort. Mm-hmm. Et c'était pour... alors, j'ai pas entendu le tout début de ce que Émile a dit. Je suis arrivée un peu après. Oui. Mais c'est bon, c'est juste pour lui dire que voilà... alors, c'est la première fois que j'entends parler de cette notion de syndrome de Diogène. Oui. Pardonnez-moi, ça me fait un tout petit peu rire, parce que par rapport à la mythologie, quoi. Oui. Enfin, à l'Antiquité. Diogène, c'était celui qui se mettait des cailloux dans la bouche, je crois. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Ah non, c'était Démosthène. Non, c'est celui qui vivait dans un tonneau. C'est celui qui vivait dans un tonneau. Voilà, excusez-moi, je me trompe. Et donc, en fait, moi, en essayant de faire très rapide, ça fait à peu près 30 ans que j'ai commencé des TOC très, très progressivement, insidieusement, et en allant vivre à l'étranger, d'ailleurs, pour étudier. Et puis, 7 ans après, j'ai rencontré mon mari, et alors et c'est là que j'ai seulement commencé à me soigner. C'était déjà un peu plus fort et puis en fait on se disait maintenant avec le mariage tout ça va aller mieux et tout. Alors Catherine, pardon de vous interrompre, vous parlez de TOC, est-ce que vous pourriez me préciser lesquels? Qu'est-ce qui se manifestait? Oui, pardon, donc c'est par rapport à la propreté saleté. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ma situation est que je crois que il est difficile à quiconque de normal, entre guillemets, si ça existe du moins, d'imaginer comment c'est chez moi. Effectivement, c'est effrayant parce que c'est tellement exigeant mon truc. Il faut toujours désinfecter, tout. Et alors, ça demande tellement de courage et d'énergie que finalement, je le fais pas. Et donc, tout reste. Ah. D'accord, c'est-à-dire que vous renoncez devant l'immensité de la tâche que vous vous êtes fixée. Exactement. Ouais. Et donc, et alors en fait, finalement mon mari, il en pouvait plus, le pauvre évidemment. Donc on s'est séparés, on a divorcé. Et depuis que je vis seule, mais j'ai la chance extraordinaire d'avoir une maison indépendante qui m'appartient, oui, et un jardin. Donc là, je suis tout à fait, j'ai pas de problème par rapport aux voisins et tout ça. Mais alors la différence avec ce que je crois que vous décriviez, c'est que donc ça fait presque 30 ans, je sais plus exactement, mais que je me fais soigner. Ah. Oui, j'ai toujours donc depuis longtemps j'ai fait toutes les thérapies qu'on peut imaginer. Même si c'est souvent très 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 difficile. Qu'est-ce que vous avez fait comme thérapie? Écoutez, au début, j'ai tout de suite été vers les thérapies comportementales et cognitives. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais en fait, ça, à l'époque, mais c'était il y a longtemps, ça, il y a 18 ans à peu près, ça n'a rien donné. Non, parce que c'est une angoisse que vous avez. Donc, on s'attaque aux symptômes, mais pas à la cause de l'angoisse. Ah, ça c'est sûr. Les TCC, malheureusement, oui, voilà. Mais j'ai fait tout aussi. Je suis avec une psychologue, psychothérapeute depuis 14 ans, la même personne avec qui on en est maintenant à une analyse, à une thérapie analytique. Oui. Et actuellement, maintenant, comme on se connaît bien et tout, maintenant on le fait par téléphone parce que ça devient trop difficile pour moi d'aller chez elle. Vous ne pouvez plus sortir de chez vous? Alors si, j'arrive. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire quand j'habite, si on peut dire d'habitude, disons, chez moi. Alors là, il faut que je reste aussi propre que possible et donc là, je ne peux voir que
pratiquement personne. Heureusement, j'arrive à faire quand même mes courses, mais avec des conditions un tout petit peu particulières. Et sinon, alors pour voir tout le monde, parce que j'ai beaucoup d'amis et de famille et tout. Mais alors là, je fais alors ce que j'appelle des vadrouilles, des tours, des tournées, parce que et alors c'est là que je me suis retrouvée. Ce qui est très très difficile, c'est de rentrer chez moi quand je reviens de là où dans ma tête c'est sale, si vous voulez. D'accord, vous n'arrivez pas à mettre la saleté chez vous. Vous avez l'impression que vous allez apporter. Voilà. Et donc, et là, alors il me faut une l'impureté. journée, j'ai une pièce qui me sert de sas, je me désinfecte de pied en cap et je laisse les affaires dans cette pièce-là. Enfin, il y a une espèce de barrière, si vous voulez. De rituel. Voilà. Alors, comme c'est dur, du coup, quand je vais voir les uns, je vais voir tout le monde en même temps. Et ça chevauche même avec un autre pays limitrophe, vous voyez. Donc, et alors là, chez des autres, si je ne reste que 3 semaines, 1 mois ou quoi, eh bien, j'arrive à vivre beaucoup plus normalement. En fait, c'est chez vous. Alors voilà, c'est chez moi. Parce que c'est chez moi. Si je restais chez les autres plus longtemps avec une chambre qui deviendrait un peu chez moi, ça redeviendrait à peu près pareil que ici dans ma maison, quoi. En fait, il vous faudrait voyager tout le temps. Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est ce qu'on me dit des fois, mais ça ne résoudrait pas le problème, vous voyez. Non, ce serait une conduite d'évitement. Et voilà. Et ce que je dois dire aussi, c'est que, mais cela dit, ça me fait du bien quand même, à plusieurs niveaux, de faire ces tournées que j'ai développées un peu plus ces derniers temps d'ailleurs. Et mais bien, voilà, toujours avec la grosse épreuve du moment où je rentre. Et alors je voulais ajouter que je prends donc des antidépresseurs, pas pour dépression, mais pour les TOC, oui, tout à fait. et qui sont donc des sérotoninergiques, et qui sont vraiment efficaces. Qui sont dans mon cas partiellement efficaces, c'est-à-dire que si je les prends plus, ça augmente encore plus, quoi. Bah oui, parce que si vous voulez, d'une certaine manière, ces antidépresseurs servent aussi à juguler une partie de l'angoisse. Oui. Voilà, ça empêche cette angoisse de devenir trop prégnante et de vous envahir complètement. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la dépression parce que ça s'entend à votre ton. Vous n'êtes pas du tout déprimé et surtout, vous êtes incroyablement lucide. Oui. Incroyablement lucide. Je travaille à fond là-dessus depuis tellement longtemps et finalement ça m'a amené à découvrir plein de choses et curieusement à m'épanouir intérieurement. Je parle pas des TOC là, mais indépendamment, j'ai vraiment fait un chemin même spirituel et psychologique incroyable, passionnant. Et donc j'espère que, mais en même temps voilà, je me dis, je ne m'accroche plus en me disant il faut que je guérisse parce que finalement il faut que vous soyez confortable. C'est pas le mot n'est pas guérir, il faut que vous soyez confortable avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez, pardon de vous couper, est-ce que vous avez essayé la méditation ? Je suis en train de commencer la méditation de pleine conscience. Écoutez, pleine conscience, oui, je vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous hypnose, mais la méditation à proprement dite, parce qu'il n'y a pas de vrai phénomène de lévitation, sauf si on est touché par la grâce à un certain moment, mais la méditation, c'est toujours en pleine conscience. Oui, peut-être, oui. Oui, je m'y connais pas encore beaucoup, mais disons que je suis en plein dans le livre de comment il s'appelle, Christophe André, merveilleux livre, et puis d'autres livres aussi, et puis avec l'aide de ma psychologue, et puis etc. quoi. J'essaye et Eckhart Tolle et. Parce que j'ai l'impression que ça vous serait très très profitable. Ben oui. Oui, je devrais. C'est-à-dire que ce que j'ai du mal à faire, c'est de faire régulièrement un moment uniquement consacré à ça. Par contre, depuis 2-3 ans, grâce à Eckhart Tolle, le livre extraordinaire du pouvoir du moment présent, j'ai compris que je pouvais ne pas m'identifier à mon mental. Ah. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, quand on se rend compte de ça. Et donc, du coup, tout au long de la journée,
qui est courte toujours parce que j'ai besoin de 12 heures de sommeil. Bien sûr. Mais j'essaye tout au long de la journée de me dire, tiens, là, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es présente? Est-ce que tu es dans ton mental? Est-ce que tu ne l'es pas? Etc., etc. Et alors je me dis, peut-être qu'un jour, les tocs qui sont évidemment dans le mental, peut-être que j'arriverai à m'en détacher aussi, quoi. Bien sûr, mais surtout moi, c'est la manière dont vous appréhendez ce qui vous arrive. Je vous trouve très calme et très sereine. Donc, je ne sais pas combien de temps, mais j'imagine qu'en fait, ce qui serait intéressant, c'est de raccourcir les plages de temps pour rentrer chez vous et pour pouvoir en sortir. Et ce qui se passe à l'intérieur, mon Dieu, je ne sais pas trop comment vous le vivez. Vous n'en avez pas parlé, ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe quand je suis à l'intérieur chez moi, vous voulez dire, hein? Ouais. Oui. Écoutez, je finis par m'habituer. Voilà, c'est bordélique, c'est effrayant, mais c'est bordélique, c'est tout. Oh là là, ça ressemble plus à une décharge qu'à autre chose, quoi. Hein. Mais ce n'est pas, les poubelles sont mises à part. Hein. C'est pas que de la poubelle. Enfin, il y a des choses. Souvent, quelque chose qui tombe par terre. Eh bien, c'est trop compliqué pour le ramasser. Souvent, ça reste là, quoi. D'accord. Voyez. Mais je me suis fait une raison en me disant, je vais pas me faire du mauvais sang sans arrêt pour chaque chose. Pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, on verra bien, quoi. Et est-ce que vous, en dehors des antidépresseurs, vous ne prenez rien d'autre? Ah non. Il n'y a pas de... D'accord. Non. Bon. Non, je me soigne avec des méthodes naturelles et tout ça. D'accord. Ouais. Bon. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir appelés, merci de toutes ces précisions. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à Émile qui ne savait pas du tout où il en était. Visiblement, c'est quelqu'un qui est proche de lui, qui ne doit pas habiter très loin. Oui. Et il avait... Ah, ça y est, cette fois-ci, nous avons perdu aussi... Non, je suis là. Ah, vous êtes là. J'ai entendu. Là. J'ai entendu une sonnerie. Oui, moi aussi. Bon. Oui, écoutez, donc je crois que la différence, c'est que moi, j'ai tout de suite été consultée. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est le syndrome de Diogène, même si je... Mais en tout cas, vous reconnaissez visiblement certains symptômes et puis ça vous parle. Voilà, mais pas tous, mais en grande partie, oui. Ouais. Oui, parce que là, je suis reconnue comme en situation de handicap et je peux pas travailler, voilà, c'est tout juste. Hein, j'ai été hospitalisée aussi, je voulais dire. Hein, d'ailleurs, c'est là qu'on a commencé à me mettre sous médicaments, mais c'était il y a 22 ans. Voilà. Donc ça a quand même donné lieu à une hospitalisation. Donc c'est. Oui. J'imagine que ça doit être difficile à vivre et je vous remercie du courage avec lequel vous témoignez de tout cela. Écoutez, si je peux être utile, c'est à l'antenne. Vraiment, ça me fait d'autant plus plaisir. Voilà. Je vous remercie parce que je pense que ça fait du bien à ceux qui vous entendent. Voilà. Merci. Et ça serait peut-être bien un jour de faire une émission là-dessus. Je ne sais pas vous. Sur les tocs, pourquoi pas, Caroline, parce que. Je ne sais pas, mais avec grand plaisir, vous avez raison. Oui, parce finalement, je crois qu'il y en a plus qu'on ne croit. Hein. Ouais. Voilà. Et merci pour vos émissions. Hein. Merci à vous, c'est vous qui les faites ces émissions. Au revoir Catherine, à bientôt. Au revoir, merci. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et on poursuit avec Nicole. Bonsoir Nicole. Vous aussi, vous voudriez témoigner à propos de ce syndrome de Diogène? Oui. Bonjour Caroline. Excusez-moi, je suis un petit peu émue, stressée. Mais voilà, on va prendre le temps et voilà. Oui, voilà. Donc ça concerne mon ex-mari. J'étais divorcée. Et j'étais remariée, et donc il est vrai que pendant 2 ans, je ne l'avais pas vu. Et puis, je l'ai rencontré dans la rue, il était en très mauvais état, j'ai dû le faire hospitaliser, c'était une artérite, voilà. Et de ce fait, comme il était hospitalisé, il a dû me donner la clé de son appartement parce qu'il y avait son chien. D'accord. Et alors là, quand je suis arrivée, je dois dire que j'en suis encore assez éberluée, dans le sens que à gauche, il y avait la cuisine, et donc ce n'était que des colonnes de barquettes de jambon, les unes à côté des autres, mais pratiquement jusqu'au plafond, parce qu'il avait mis ça sur la paillasse, voilà, pratiquement, mais tout était rangé.
Mais il y en avait. Voilà. Ensuite, je suis arrivée dans la grande pièce. Alors là, la moitié de la pièce, mais vraiment la moitié de la pièce, eh bien, c'était des colonnes de packs de bière. Et quand je suis arrivée dans la chambre, le même monticule, c'était des paquets de cigarettes. Voilà. Mais donc, tout ça était rangé, était intact. Ah oui, mais oui, absolument. Mm-hmm. Alors effectivement, bon, je le connaissais, c'était quelqu'un d'assez soigneux. Mais je dois dire que... Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris des photos et j'ai eu la mauvaise idée de les envoyer à son frère, qui a tout de suite eu le réflexe de me dire on va le faire entrer en psychiatrie. Bon, il était déjà à l'hôpital pour son artérite. Moi, je n'ai rien dit. Quand il est sorti, lui, mon ex-mari et moi, nous sommes allés à la mairie, et donc je me suis occupée de faire tout enlever. Et puis, bon, après, malheureusement, il est tombé encore malade, et donc je l'ai repris chez moi, dans mon appartement, oui. Et là, je dois dire que il était tout à fait redevenu normal. Voilà. Ah, donc vous pensez que ça était juste un épisode ? Je crois que c'est un épisode. Alors, il faut dire aussi que pendant ce temps-là... Ça semble peu plausible, cette histoire d'épisode. Oui, vous pensez ? Ouais. Oui, mais comment se fait-il que quand je l'ai recueilli à la maison avec son chien, eh bien, il était tout à fait redevenu normal. Et c'est la question que je me pose. Quand vous dites qu'il était chez vous, donc chez vous, c'était chez vous tous les deux ou chez vous seulement ? Ah oui, chez moi tous les deux, bien sûr. Oui, tous les deux, d'accord. Oui, oui. Ça me semble peu probable, je sais pas. Effectivement, c'est... Alors, la différence avec les deux témoignages de nos auditeurs, c'est que eux parlent d'un problème propreté, saleté. Ce qui caractérise à un moment donné, c'est l'intérieur de l'appartement de ces personnes qui sont atteintes de ce syndrome de Diogène. Oui. Il y règne une très grande saleté, c'est ce que disait avec beaucoup de simplicité d'ailleurs et vraiment beaucoup de courage cette dame en disant quand quelque chose tombe par terre, c'est tellement compliqué pour moi d'imaginer que je vais devoir ramasser et sans doute nettoyer, désinfecter, etc., tout ce qui s'ensuit derrière, que je ne le fais même plus et j'essaye de m'en arranger. Or, vous, ce que vous décrivez, au contraire, c'est extrêmement rigide, c'est-à-dire que tout est parfaitement en ordre. Voilà. Vous ne parlez pas de saleté. Enfin, vous ne parlez pas. La notion de saleté n'est pas introduite. Elle n'est pas introduite parce que c'était tellement difficile de mettre les pieds sur quelque chose qui ne soit pas de la bière ou des cigarettes. Voilà. Moi, ce qui m'a complètement bouleversée, c'est de voir ces amas. Presque jusqu'au plafond. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Et alors, il faut dire que pendant ce temps-là, il n'a fait aucun chèque. Aucun chèque, c'est-à-dire qu'il ne payait pas ses impôts, il n'allait pas chercher son courrier, voilà. Donc, il a peut-être fait effectivement un épisode psychotique, oui. Mais isolé, mais ça me semble peu plausible qu'il n'y ait pas eu un avant, un après. Vous n'aviez jamais remarqué, vous, des signes précurseurs particuliers qui vous auraient mis la puce à l'oreille ? Ah non, pas du tout. Rien. Chez vous, un comportement tout à fait adapté, pas d'accumulation, pas d'obsession concernant les placards, le linge ou quelque chose comme ça. Non. Bon. Non, mais alors ce qui est quand même étonnant aussi, c'est que il n'a jamais voulu me donner une raison qui l'avait conduit à cela. À ce type de comportement. Jamais pu avoir une raison. Mais c'est sans doute parce que lui-même ne l'explique pas. Peut-être. C'est que vous savez qu'on est mu par une pulsion qu'on ne peut absolument pas contrôler et il faut qu'on le fasse. Voilà. C'est comme ça. Pourquoi ? On ne peut pas vous le dire, mais il faut le faire. Oui, donc effectivement, il n'y a pas d'explication à donner, à part « je dois ».
Oui, sans doute, oui. À part je dois. Mais c'est quand on est aussi dans un état particulier. Oui, c'est sûr. Dans un état particulier. Oui. Et moi, ce que j'ai peine à croire, c'est que cet état puisse un jour arriver et puis repartir comme ça. Mais on a tout vu. Je ne veux pas, bien entendu, il n'y a que des cas particuliers. Je ne vais pas généraliser. Mais je suis très, très étonnée. Alors, oui, je pense aussi que il se laissait complètement aller puisque, je vous ai dit, je me suis aperçue donc assez rapidement qu'il avait un début d'artérite et il avait l'un de ses orteils complètement nécrosé. Donc il se laissait complètement aller. Si je m'en étais pas aperçue, eh bien je crois que malheureusement il aurait fallu lui couper. Oh là là. Ah oui. Oui, je crois qu'il se laissait vraiment aller, vous voyez, ne pas payer ses chèques, ne pas payer les impôts. Il vous doit une fière chandelle. Oui, malheureusement, il est décédé 3 ans après, mais n'importe comment. Pardon, je suis désolée. Non, mais c'est la vie. Ouais. C'est la vie. Quel âge avez-vous ? 64. 64, parce que vous avez une voix très jeune. Ah bah, je vous remercie. Bon, écoutez, j'imagine en tout cas qu'en dehors de ce moment et de cet épisode, vous avez dû avoir avec lui une vie harmonieuse. Mais les dernières années, oui, parce que je pense que lui ne se sentait plus perdu et effectivement, je pense qu'il était les derniers moments, enfin. Les 3 dernières années, je pense qu'il était quand même assez heureux, mais il est vrai que sa famille voulait l'interner. Et moi, à ce moment-là, quand j'ai envoyé les photos à son frère. Ouais. Voilà. Donc vous avez dû vous battre contre la famille et lui éviter l'internement. Ah oui. Son frère m'avait dit, c'est facile, vous en parlez à votre médecin traitant, il fait une lettre et puis voilà, je vous donne une adresse. Est-ce que sa famille avait une raison particulière de lui en vouloir ? Ah, bonne question. Je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai jamais compris, mais il ne voulait absolument pas s'en occuper. Non. Non. Ouais. Enfin, il voulait pas s'occuper de son frère ou quel rapport aviez-vous ? Parce que ce que vous décrivez d'un seul coup, vous envoyez la photo à son frère, qui néanmoins vous voit, de ce que je viens d'entendre. Oui. Donc, quel type de relation aviez-vous ? Avec son frère. Avec la famille en général ? Avec la famille, on les voyait très peu, on va dire. Oui. Bon, oui. D'accord. Et vous avez eu des enfants ? Non, absolument pas. Non, d'accord. Non. Bon. Vous êtes resté marié combien de temps ? 30 ans. 30 ans. Eh oui. C'est beau. C'est beau, ça fait rêver aujourd'hui, croyez-moi. Oui. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas de ce témoignage. Mais voyez-vous, moi j'ai un doute. J'ai un doute d'abord parce que je pense que c'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas ce problème de saleté. Au contraire, ce que vous décrivez, c'est d'une rigidité parfaite et c'est un ordre parfait. Voilà. Alors que ce dont ont parlé nos 2 précédents auditeurs, c'est plutôt d'un débordement à un certain moment, de choses non seulement qui s'accumulent, mais aussi la saleté qui va avec, parce que on ne peut pas vider cet intérieur. Et en même temps, on ne peut pas non plus rentrer chez soi quand on vient de l'extérieur. C'est expliqué très très bien Catherine tout à l'heure. Parce que elle imagine amener la saleté chez elle. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et je ne crois pas que ce soit que ce dont est souffert votre mari de cette façon aussi ponctuelle soit du même ordre. Voilà. D'ailleurs, ce que nous dit un petit SMS de la part d'Yvan, les personnes souffrant des syndromes d'entassement se déroulent sur plusieurs années. Et c'est très difficile de sortir de ce schéma. Or, vous, ça a été très circonscrit dans le temps. Absolument, oui. Oui, ça ne s'est jamais reproduit après. Oui. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre témoignage. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Caroline.
Et Marie-Claire avec nous maintenant. Bonsoir Marie-Claire. Oui, bonsoir, excusez-moi. Mais je vous en prie. Je vous remercie pour vos émissions déjà. Oh bah c'est gentil, mais il n'y a pas que moi qui suis là, hein, vous savez. Oui, je sais, je pensais que j'étais avec... Caroline Dublanche. Oui, non, l'autre personne, Perse, je crois. Ah. Sophie Perse. Sophie Peters. Peter, pardon. Voilà. C'est pas grave. Non, mais ce soir, ce n'est que moi, Caroline Veil. Très bien chantée. Et je vous ai entendu dire, on va boycotter, je sais pas, j'ai entendu un truc tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, il faut un petit peu rire. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Où je voulais vous demander qu'est-ce que était la maladie d'être maniaco-dépressif. Alors, c'est une maladie avec des phases de surexcitation qui donnent lieu à tout un tas de comportements paroxystiques. On sort beaucoup, on est très exalté, on achète, on dépense inconsidérément, on est dans une forme physique absolument exceptionnelle. Et puis, succède une phase d'abattement total qui est la phase dépressive. Oui. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la maladie maniaco-dépressive, aujourd'hui plus souvent rebaptisée sous le terme de maladie bipolaire. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est associé un peu à enfin ils disent maladie bipolaire maintenant. Oui, souvent on dit bipolaire, voilà, mais bipolaire égale anciennement maniaco-dépressif. D'accord. Voilà. Alors bon, c'est une maladie dont on parle énormément, qu'on a tendance à étiqueter un peu comme ça assez rapidement sur nombre de personnes. Les personnes qui souffrent, hélas, de maniaco-dépression ou de bipolarité qui en sont réellement atteintes, c'est tout de même un trouble très sérieux qui nécessite des médicaments, voire une hospitalisation, etc., etc. Voilà, parce que vous-même, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui... Là, je suis en relation avec une personne. Oui, j'ai été... auparavant, il y a une dizaine d'années, j'ai été... en relation avec quelqu'un qui était maniaco-dépressif, dans le sens où il conservait, il allait dans les poubelles, il conservait tous les magazines, les bouteilles de coca, les papiers, c'était envahi chez lui, on ne pouvait pas rentrer. Allô ? Oui, attendez. Voilà ce qui va se passer, Marie-Claire. Nous allons nous interrompre quelques instants, le temps du journal, et je vous propose de ne pas quitter. Je vous retrouve tout de suite après. Mais surtout, je vous retrouve, donc vous restez avec nous. D'accord. Deuxième heure de Libre Antenne, nous sommes ensemble jusqu'à 1h. 39 21, notre numéro d'appel. Alors ce soir, feu d'artifice, qui allez-vous emmener au bal ? Avez-vous le cœur à danser ? Voilà, appelez, racontez-moi vos espoirs, vos projets. Je suis à votre écoute, on parle de tout, sans chichi, sans tabou. Et puis si un tracas, un souci vient plus particulièrement vous tirer par les pieds cette nuit, n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul, on débrouille tout ça ensemble. 39 21, donc notre numéro d'appel pour passer avec moi à l'antenne, mais aussi 7 39 21 pour nous adresser vos SMS, et j'en reçois de nombreux, et vos mails également sur notre site europe1.fr. Caroline Veil
sur Europe 1. On retrouve Marie-Claire. Marie-Claire, on vous avait quitté un peu avant les informations. Vous nous parliez de la maladie maniaco-dépressive. Oui, je ne sais pas. Il faut que j'essaye d'en venir au but. Oui. J'ai la boule au ventre. Mais non, on va faire ça simplement. Oui. Parce que je me pose des questions par rapport à une relation que j'ai depuis 6 mois. Oui. Et en fait, j'ai... comment expliquer, c'est un peu dur, c'est pour ça que j'ai la boule au ventre. Je vais essayer de... Comment vous êtes-vous rencontrés ? Comment vous êtes-vous rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés... moi, j'habite dans les grandes montagnes, dans les Alpes de Haute-Provence, voilà. Et j'ai rencontré cet homme qui avait un besoin d'appartement. Et moi, étant donné que j'habitais dans une grande maison, j'avais une disponibilité de chambre pour l'héberger. Donc ça a commencé comme ça, la relation. Donc il est venu habiter chez moi pendant 1 mois. Ensuite, il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Oui. Et après cette personne, il s'avère que il devait rentrer tous les 15 jours dans sa famille parce qu'il est divorcé, mais il a 2 enfants. Et il devait rentrer dans le Var. Et il revenait, il repartait. Oui, des allers-retours donc. Oui, il faisait des allers-retours. Et puis à un moment donné, il savait pas s'il revenait. Je dis la ville, Briançon, c'est pas grave. Hein. Et une fois, il m'a dit bon, je reviens pas. Enfin bon, c'était jamais très clair. Et jusqu'à aujourd'hui, en gros, la relation, elle est toujours comme ça, dans le flou. Il sait pas ce qu'il fait, ce qu'il veut, où il en est, où il en est pas. Et donc comment dire, là il est parti pendant 1 mois se faire hospitaliser pour dépression, et lorsqu'il est sorti, il m'a demandé de l'héberger pendant 1 mois. Bon, entre-temps, on a eu une relation d'amour et d'affection ensemble. Bien sûr. Voilà. Et donc il est rentré fin juin, il est resté 2-3 jours chez moi, ça s'est bien passé. Ça se passait quand même toujours assez bien. Et lorsqu'il revient vers ses enfants, qui sont en bas âge, lui, il est quand même pas tout jeune. Lorsqu'il rentre chez lui, je le sens, prisonnier Oui. Voilà, de la personne avec qui il a divorcé, mais comme il a 2 petites, il y a... Je pense qu'il y a des pressions de la part de son ex-femme, et à chaque fois qu'il est retourné vers chez lui, il n'a plus le même comportement. Non, c'est un peu normal. Oui. C'est un petit peu normal. Il se trouve plongé dans un autre univers qui a été le sien pendant longtemps. C'est une autre réalité qu'il a connue avec son ex-femme. Et il y a peut-être une période de réadaptation qui est nécessaire. Réadaptation par rapport à qui, à quoi ? De réadaptation, parce que si vous voulez, quand on se retrouve d'un seul coup, quand il retourne chez lui, doit y avoir des souvenirs qui lui rappellent, on va dire vite, son ancienne vie. Vous voyez ce que je veux dire. Et le temps qu'à nouveau il reprenne pied avec ce qui est sa vie d'aujourd'hui, quelquefois il faut un peu de temps, tout simplement. Mais après, je sais que les choses ne se sont pas mises en place. Et par rapport à ce que je comprends, c'est que, excusez-moi, son ex-femme lui file les enfants quand elle veut, comme elle veut, quand elle... voilà. Oui. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai été divorcée, j'ai vécu ça. Donc, je sais de quoi il en retourne.
Et apparemment, il se positionne pas pour mettre des choses en place, quoi, par rapport à sa famille. Oui, mais vous l'avez dit vous-même, ce monsieur a été hospitalisé pour dépression. Est-ce que vous pensez qu'il en a réellement la force aujourd'hui et les moyens? Est-ce que ça ne lui demande pas un effort qui, pour l'instant, est trop important à fournir? Oui, oui, ça je suis d'accord, parce qu'en fait, il est resté que 3 semaines, et d'après ce que j'ai compris, parce que moi je suis passée par là aussi en dépression, il a absolument pas, d'après ce qu'il me dit, mais je vous dirai autre chose après, il n'aurait pas posé les choses en 3 semaines, on n'a pas le temps de poser les choses. Non, on n'a pas le temps. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous ne pensez pas que le simple fait qu'il était amené à se faire hospitaliser était justement un signe de l'importance de la dépression qu'il était en train d'avoir? Ce qui prouve bien, vous savez, le premier symptôme de la dépression, c'est l'anéantissement de la volonté. Ah oui. Voilà, donc il faut le savoir. Donc dire à quelqu'un avec un peu de volonté, tu vas y arriver, c'est encore plus culpabilisant. C'est encore plus culpabilisant parce que précisément c'est ce dont on est privé. Oui. Alors, j'imagine qu'effectivement, quand il retourne chez lui, qu'il est de nouveau plongé dans cette, on va dire, autre vie antérieure, pas vie antérieure, mais vie passée, il est avec ses souvenirs, il est dans une autre ambiance, il est dans une autre atmosphère. Pour quelqu'un qui est en ce moment fragile, ça doit être d'autant plus compliqué de renouer à nouveau, comme ça, vous voyez, ça ne peut pas se faire finalement sans un certain sas. Oui. Alors, je sais que ça peut être difficile à vivre pour vous, mais en même temps, vous avez parlé de beaucoup d'amour et de beaucoup d'affection. Est-ce que vous ne pensez pas que quand quelqu'un est fragile, on doit faire preuve d'indulgence, de tolérance? Oui, tout à fait. Je suis d'accord, et d'être bienveillant, je suis d'accord avec vous. Alors, je comprends aussi que vous puissiez perdre patience. Je suis pas du tout en train de vous dire le contraire. Ah, ouais. Mais on parle de quelqu'un de fragile. Oui, bien sûr. On parle de quelqu'un de fragile. Oui. Alors, une autre petite question, c'est-à-dire que normalement, il devait revenir à la maison. Après son hospitalisation, il est passé 2 jours et il est reparti vers sa famille là dans le Var. Et il m'a dit, dans 4-5 jours, je reviens chez toi. Et lorsqu'il était à l'hôpital, il m'a demandé la permission de venir vivre chez moi. Ça fait 6 mois qu'on se connaît. Je lui ai dit, bien sûr, tu es le bienvenu. Et le fait est que il est toujours là-bas, dans la famille, je sais pas quoi, là, je sais pas trop. Et lorsque on s'est un petit peu au téléphone, c'est très, très douloureux, dans le sens où des fois il me maltraite, dans le sens il me dit que je le harcelais au téléphone alors que c'est pas vrai. Moi je veux savoir où il en est un petit peu. J'ai l'impression de m'être fait avoir parce que moi je l'ai dépanné financièrement. Là ce soir il me dit je vais emmener mon chien, je pars. J'arrive, je lui dis mais bon, quand est-ce que tu arrives? Il me dit j'arrive, mais je t'ai pas dit l'heure, l'année, etc. Donc ça me scotche et oui. J'ai un sentiment, soit il me ment, moi voilà, j'ai un sentiment de je sais qu'il est flou, qu'il est pas clair. En même temps, moi je lui ai beaucoup tendu la main. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas un peu de distance? J'ai essayé de le faire il y a à peine une semaine. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant 3 jours, je n'ai pas répondu. Et là, il m'a dit, mais puisque tu as un comportement de gamine, je ne viendrai pas te voir à Briançon. Et je suis restée con. Oui, mais du coup... Mais du coup, moi je l'ai rappelé et puis je lui ai dit mais il faut qu'on s'explique parce que il m'avait dit des choses qui étaient pas très très cool et qui m'ont vexée parce que moi aussi je suis fragile. Bien sûr.
Et quand on me dit, mais parce que 2 jours avant, je l'appelais pour savoir s'il allait venir ou non, ou de s'éclaircir, il m'a traité d'excité. Et puis après, il m'a dit un truc qui était pas très, que j'oserais pas dire, qui était un peu grotesque. Et en fait, on s'est raccroché un peu au nez. Et le lendemain, il m'a envoyé un texto en me disant « Si tu es calme, on parle calmement. » J'ai dit « Ok, je t'écoute. » Et je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a tenu un discours, pour moi, un peu de moralisateur, parce que j'ai 10 ans de plus que lui. Mais je l'ai écouté. Et la relation au téléphone, parce que moi je disais que les textos et tout ce qui était Pourquoi vous avez peur de lui dire, Marie-Claire, ce que vous pensez? Parce que il est fragile, mais vous avez dit vous-même, vous l'êtes aussi. Oui. Donc finalement, pourquoi est-ce que vous avez peur de lui dire ce que tu m'envoies n'est pas sympathique, je ne sais pas très bien sur quel pied danser, j'ai envie de le mettre sur le compte de ta maladie ou de ta fragilité du moment, ce que je peux entendre, mais c'est difficile pour moi et c'est ce qui fait que je peux avoir des réactions brusques quand j'entends ce que tu me dis. Oui, je pense que je ne suis pas diplomate et que je ne sais pas très bien m'expliquer. C'est difficile quand on est face à l'homme qu'on aime. Oui. C'est vrai. Et je trouve pas les mots sur le moment, quoi, en fait. Donc, j'ai pas de répondant, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas tout simplement de lui écrire? Ah ben, il n'a pas d'adresse, oui. Moi, j'ai beaucoup écrit ces jours-ci. Ouais. J'ai beaucoup écrit, et simplement que, il me disait, je viens. Et ce soir, il m'a dit un truc, il me dit tout et son contraire, quoi, en fait. Ouais. Écoutez, moi, je vous suggère de prendre un peu de distance, calmement, en disant ce que tu m'as dit n'est pas très sympathique et j'ai besoin de réfléchir un peu. C'est-à-dire que on ne peut pas non plus tout vous dire et tout mettre sur le compte de sa fragilité. Oui. Voilà. En disant j'ai besoin de réfléchir un peu et je voudrais prendre un peu de distance. Et puis vous voyez ce qui se passe. S'il tient à vous, il va faire ce qu'il faut et notamment des efforts pour vous récupérer et se montrer plus aimable, en tout cas plus conciliant, moins vous traiter, j'ai envie de dire, comme ça à la légère et en ayant le lendemain, qui plus est, comme vous dites, un discours moralisateur. Et comme vous le savez, j'imagine aussi bien que moi, la meilleure défense, c'est encore l'attaque. C'est-à-dire que c'est vous qui vous retrouvez sur le banc des accusés, d'une certaine manière. Voilà. Donc, et puis, le fait de prendre un peu de distance, ça va vous amener aussi à réfléchir sur ce qu'il vous a dit. D'ailleurs, c'est ce que vous faites avec moi ce soir, parce que malgré tout, il a une certaine forme de lucidité, de cohérence, donc il sait de quoi il retourne. Et vous allez voir si vous avez affaire à quelqu'un qui profite de la situation et qui profite de la gentillesse et des sentiments que vous avez pour lui, ou si c'est effectivement peut-être la maladie qui l'amène à avoir un comportement un peu désordonné. Mais vous feriez bien de faire un peu attention à vous, malgré tout, Marie-Claire. Oui, je sais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cet homme et quelque part, là, j'ai passé une journée horrible à attendre son coup de fil et quand je l'appelle, il me dit « Attends, je suis dans mon garage, tu me déranges, je t'appelle. » Il m'a appelé d'ailleurs entre les deux, là, entre notre... et je t'appelle parce que je prends la route, etc. Donc, pendant la musique, je l'ai rappelé, je lui ai dit, je te rappelle, on se rappelle plus tard ou demain. Et il me dit oui, ok. Et j'ai dit, mais tu devais pas partir en voiture, tu devais prendre la voiture ce soir et partir pour emmener tes chiens à droite à gauche. Il me raconte des trucs. J'ai l'impression qu'il me raconte des cracks, quoi, en fait. Oui, et alors suivez votre petite intuition. Hein, oui. Ça sert beaucoup quelquefois et je trouve que souvent on ne s'écoute pas assez.
c'est-à-dire, pardon. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment qu'il vous raconte des cracks, peut-être êtes-vous sur la bonne voie. C'est votre intuition première, c'est votre impression. Donc je pense que très souvent, comme on n'a pas envie de se dire il me raconte des cracks, on met ça de côté. Mais en réalité, peut-être avez-vous raison et peut-être vous raconte-t-il réellement des cracks. Et à ce moment-là, demain je vais l'avoir au téléphone, mais à ce moment-là, je vais lui dire, tu me racontes, tu te fous de moi. Non, pas en ces termes. Moi, j'aurais des mots plus mesurés, en disant, écoute, j'ai l'impression qu'en ce moment tu me racontes un peu n'importe quoi. Oui. Tu me racontes un peu n'importe quoi. Tu ne sais pas très bien où tu en es. Alors, on va réfléchir un peu chacun de notre côté tous les deux, et on va voir ce qu'il en est. Voilà. Alors, j'ai bien compris que vous y teniez, mais en même temps, comme vous dites, vous avez aujourd'hui passé une journée horrible. Et si ça continue comme ça, c'est d'autres journées horribles qui se profilent à l'horizon. Ouais, mais sauf 3 jours avant, c'était pareil, j'avais une journée horrible. Voilà. C'est pour ça que j'appelle, parce que là, je me dis, je sais plus, c'est super, ça devient un peu trop souvent. Voilà. Donc moi, je pense que d'une certaine manière, un peu de mise à distance s'impose de façon à ce que vous puissiez précisément vous recommencer à respirer et surtout ne pas avoir peur de lui, Marie-Claire. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de lui. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de le perdre. Parce que si c'est vraiment comme ça qu'il est, vous ne perdez rien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ah oui, ça va être dur à accepter, parce c'est que pas facile. Quand même dans la peau un peu. Ouais, je sais. Mais je vais vous dire, si vous l'avez dans la peau, c'est très simple. Le simple fait de prendre un peu de distance, croyez-moi, en principe, c'est ce qui devrait à lui aussi lui redonner le désir de se montrer plus sympa avec vous. Il n'y a pas de raison de pas être sympa. Ah oui, parce que là, il m'envoie des scuds, il m'envoie des trucs. Bah oui, vous n'avez rien fait. Il faut pas exagérer non plus. Oui. Hein? Donc oui. Voilà, donc un peu de courage et croyez-moi, généralement ça paye. D'accord. Allez, merci beaucoup. On vous soutient. Merci de votre appel. Au revoir. De rien. Au revoir. Bien, avant de prendre Christiane. Bonsoir Christiane, vous êtes là ? Oui, je suis à vous dans quelques minutes, surtout ne coupez pas. Je voudrais juste clarifier une petite situation. Je reçois nombre de SMS de nos auditeurs qui m'ont entendu parler pendant la chanson de Phil Collins alors que le micro n'était pas coupé. Je vous prie de m'en excuser. Je lisais le SMS d'un auditeur que j'ai reçu pendant le disque. Et vous le savez, c'est ma deuxième soirée, donc nous avons dû avoir un petit nombre d'ennuis techniques, des auditeurs qui ont été coupés, des messageries sur lesquelles nous sommes tombés. Nous avons eu des petits aléas au cours du début de notre émission. Et voilà, j'ai reçu un SMS qui est en réalité d'un auditeur qui se moquait gentiment de moi. Je vous prie d'excuser ce petit souci technique. Et nous allons tout de suite retourner vers Christiane. Christiane, je suis à vous, je vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai entendu parler tout à l'heure du syndrome de Diogène. Oui. Même que je sois un peu vieille et beaucoup malade, j'ai un peu bondi dans mon fauteuil. Parce que figurez-vous que ça a été évoqué par l'avocate adverse, qu'un huissier est venu chez moi, qui a constaté qu'il y avait du désordre parce que le ménage, j'ai plus envie de le faire, et surtout parce que j'ai gardé beaucoup d'affaires pour ma fille aînée, qui je pensais reviendrait un jour vers moi. Bon. Oui. Elle n'est jamais revenue. Voilà, je ne l'aime plus, c'est fini. Bon. D'accord. Mais j'ai un petit-fils, je me disais peut-être qu'il voudra voir qui je suis vraiment et pas ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire que du mal. Et j'ai dit ces belles affaires, puisqu'avant j'ai eu de l'argent, j'avais 3 maisons, là je me retrouve en location. Vous avez eu envie de les garder. Voilà, j'ai gardé ces affaires-là parce que dans ma tête, je les donnais, c'était les 4 les belles affaires qui m'ont resté, du linge, la belle vaisselle, c'était pour ma fille. Oui.
Voilà, la continuité. Tout à fait. Voilà, la famille. Puisque moi, j'ai été abandonnée, etc. Bon, donc c'est plus important pour moi encore que pour une autre. Bon, ma fille n'est jamais revenue. Quand je su qu'elle avait un fils, j'ai dit, un jour il viendra voir à quoi ressemble sa grand-mère, je lui donnerai à lui. Elle n'est pas revenue, je ne l'aime plus. Lui, je ne l'ai jamais vu. Il y a quelque temps, une copine me l'a fait voir sur Internet. Oui. Donc j'ai c'est vu beaucoup la de photo souffrance. de mon petit-fils. C'est beaucoup de souffrance pour vous tout ça, Christiane. Oh là là. J'ai 71 ans de souffrance, madame. Oui. D'abord, je suis née à Marseille. Ma maman est une comtesse. Elle accouche et elle me jette. D'accord. Donc ça commence bien. Oui. Après, Difficilement. j'ai adopté, ma mère adoptive a de l'argent, puisque la fille d'une comtesse ne peut être adoptée que par des gens qui ont de l'argent. Ah, de l'argent, il y en a, mais elle ne m'aime pas et elle me maltraite. Bon, je dis, je vais me marier, parce qu'à l'époque, on était majeur qu'à 21 ans, hein, c'est long, 21 ans avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Pas 21 ans, parce qu'elle m'a adoptée, j'avais presque 4 ans. Bon, je dis, je vais me marier, peut-être que mon mari m'aimera. Oui. Ici, en Provence, on dit qu'il lève la patte. Bon, d'accord. Donc, il a levé la patte, ma mère adoptive l'a soutenu. J'ai dit, je vais le quitter. Oui. Je suis enceinte, alors je ne le quitte pas, parce que ça ne se fait pas chez les Beaufois. C'était son mari. Puis à l'époque, on ne parle pas d'un homme qui frappe sa femme. On n'en parle pas. Et on n'a pas le droit d'en parler. Puis comme il frappe de plus en plus violemment, j'en parle. Oui. Ça ne plaît pas. Surtout que je n'ai été qu'adoptée. Hein. Voilà. On ne sait jamais d'où je peux sortir. Et donc Voilà. Et donc, je me retrouve... J'ose demander le divorce. Là, je reçois une avalanche sur la tête de ma fille. Du jour au lendemain, nous sommes devenus des galeuses, des pestiférés. On nous jetait des pierres, on nous lapidait. Ma fille a tenu un petit peu. Et puis, elle a changé de camp. Bon. Elle avait 15 ans et 3 mois, hein. C'était dur, tout ça. Ouais. Et moi, j'ai été reniée, déshéritée. Donc, vous vous êtes retrouvée seule? Seule, avec un compagnon. Nous avons pris l'appartement que j'occupe actuellement, il y a une 30aine d'années. Et là, le harcèlement des voisins a commencé, des nouveaux voisins, au bout de 3-4 ans. Bien. Lui, il travaillait. Il fallait qu'il mange et qu'il dorme à heure, comme les gens qui travaillent. Oui. Il a disparu l'appartement et moi avec. Bon. Après, j'ai eu un chat qui s'est imposé chez moi et que j'ai été obligée de faire piquer, là, au moment de la fête des mamans. Oui, vous vous êtes attachée. Ouais, c'est fait pour ça. 14 ans, écoutez. C'est 14 ans de compagnie, un chat. Faire sourire la France entière. Non. J'ai vécu 12 ans avec un homme, un mari qui a levé la patte. Et 14 ans avec une chatte qui a levé la patte que pour me caresser. Ouais. Alors avec qui est-ce que j'ai été la plus heureuse d'après vous? C'est pas beau de le dire, mais j'ai été plus heureuse 14 ans avec ma chatte qui a eu une tumeur au cerveau là au mois de mai. Et je me remets pas de sa mort. Mais c'est très difficile d'avoir un animal auquel, comme vous dites, 14 ans, ça a été votre... C'est une vie. Et oui, c'est en tout cas une bonne tranche déjà. Et puis mourir, être obligé de la faire tuer parce qu'elle a une tumeur au cerveau, c'est horrible. Oui, attendez, ça n'est pas de votre faute, hein, la tumeur. Je sais pas, parce que je pleurais tous les jours. Et elle pleurait tous les jours avec moi. Alors j'ai dit au vétérinaire, peut-être que je suis coupable. Ah non. N'allez pas vous accuser. Ça venu comme ça vient à nous. Non, voilà. Ça arrive, les maladies, elles viennent comme ça, ce sont des accidents. Et je pense que vous n'avez rien à voir là-dedans. Et je pense que très certainement, cette bête, elle a été heureuse avec vous. Ah oui. Voilà. Oui, vous savez, je suis pauvre et mes économies, depuis le mois de janvier, elle était hospitalisée régulièrement. Et tous mes sous, ils allaient pour elle. Bah oui. Voilà. D'ailleurs, j'en avais mis de côté parce que je savais qu'elle avait une tumeur au cerveau et que j'ai dit au vétérinaire, si on peut l'opérer,
Bon, il m'a arrangé un peu parce que là, je suis pauvre, mais je paierai et j'apprends opérer. Malheureusement, peu cher, quand j'ai vu le scanner, sa petite tête et cette grosse tumeur, j'ai compris. Et là, moi qui vis dans les hôpitaux depuis 71 ans, parce que les hôpitaux, les cliniques, maintenant j'ai 2 cancers, bon, donc je connais les maladies, etc. Et j'ai plusieurs maladies mortelles et je suis encore là. Expliquez-moi pourquoi, je comprends pas. Les médecins non plus d'ailleurs. Bon, voilà. Mais bon, c'est comme ça, je suis là, j'embête tout le monde m'a abandonnée, tout le monde m'a... Ce que j'entends, c'est effectivement que vous êtes très seule, Christiane. Je suis seule. Alors les gens, ils sont quand même bêtes. Ils vous disent « Ah, mais vous n'avez pas de famille ?» Eh ben non, je suis tombée la dernière pluie. Je ne peux plus supporter ce genre de réflexion. Non, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant. C'est pas parce que... J'ai bien une famille, parce que je suis là, je ne suis pas tombée de la dernière pluie. Oui, mais quelquefois, vous savez, la famille est éloignée, vit ailleurs, on n'imagine pas tout de suite. Je comprends, mais il y a des moments où... Il y a des moments où c'est vrai, où ça peut mettre en colère, mais dites-vous que vous avez affaire à des gens qui ne connaissent pas votre situation. Donc, au contraire... Non, mais quand je commence à parler, hop, la personne est pressée, elle s'en va. Je vais vous dire, ce soir, je suis allée à Monoprix, je mange presque plus, parce que je ne sais pas si vous entendez, on est en train de m'arracher toutes les dents. Bon, à cause du 2e cancer, etc. Je suis allée à Monoprix sur le premier rabot, Aix-en-Provence. J'ai croisé quelqu'un qui... Bon, voilà. Un croyant, bon Dieu, bon, je vous passe les détails, parce que moi, je suis devenue athée, et heureusement pour moi, cette bêtise-là m'a passé il y a longtemps. Bon. Et j'ai craqué à la caisse. Je me suis mise à pleurer en payant mes 2 bricoles que j'avais achetées. La fille, elle regardait les gens à la caisse. Personne n'a levé le petit doigt. Pourquoi elle pleure, cette dame? Rien. Je me suis mise à pleurer. Je suis sortie en pleurant. J'ai pleuré jusqu'à l'appartement. Personne n'a bougé. C'est dur. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a des gens qui réagissent comme ça, tout simplement par pudeur et qui n'osent pas? Tout comme ça. Oui, mais c'est parce que souvent, vous savez, la tristesse des autres, la tristesse met souvent dans un état d'impuissance. Alors c'est un tort, je suis d'accord avec vous, on devrait aller vers l'autre en disant qu'est-ce qui vous arrive, est-ce que vous voulez vous reposer, en tout cas avoir un geste. Mais très souvent on est très désemparé et très démuni face à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on sent justement dans un état de grand désarroi. Mais c'est un tort. Quelqu'un qui pleure dans la rue, mais oui, mais si je peux faire quelque chose, voilà. Mais oui, je sais, mais tout le monde n'a pas cette réaction. Mais je comprends ce que vous dites, Christiane. J'ai toujours été comme ça. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du syndrome de Diogène. Tout à fait. Alors, figurez-vous que je l'ai lu, j'en avais entendu parler, je savais ce que c'était, parce que je suis psychologue de formation, je suis philosophe, j'ai lu Lacan, etc. Bon. Et vous avez parlé de ça. Et figurez-vous que j'ai découvert ce terme dans les conclusions de l'avocate adverse de mes propriétaires, qui sont 2 médecins, et qui ont envoyé l'huissier chez moi. Oui. Comme j'ai gardé ces fameuses affaires pour ma fille et après pour mon petit-fils, et maintenant je ne sais pas pour qui, ils ont envoyé l'huissier. L'huissier a dit beaucoup de mensonges, il a dû toucher un petit chèque. Bon, ça, j'ai compris après. Bon, voilà, il y a du désordre, il y a de la poussière, mais il n'y en a pas jusqu'au plafond. Bon, voilà, ce sont mes affaires. Bon. Alors, la dame, ils sont médecins tous les 2, un cardiologue, je ne sais pas où est le cœur, et elle est psychiatre, que je n'ai jamais consultée. Elle, j'en ai consulté quand j'allais mal, maintenant je n'en consulte plus, puisque je veux mourir, j'ai fait mon choix. Bon, ça me regarde. Bien. Eh bien voilà, il y a écrit que j'ai le syndrome de Diogène maintenant, eh bien, il faut me jeter dehors. Donc, je suis en plus menacée d'expulsion. Non, vous n'êtes pas menacée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je vous entends parler depuis tout à l'heure. Tout de suite, j'ai un jugement. Voilà. Voilà. Vous avez le jugement. Qui dit quoi? Un jugement du 8 novembre. Malheureusement, ce jugement a été rendu quelques jours avant mes 70 ans, ce qui fait que la loi des 70 ans, je suis marron là aussi. Alors, quand on me parle du mot chance, c'est le seul mot français que je ne connais pas. Voilà. Vous me parliez en chinois, peut-être je comprends, mais chance en français, je ne connais pas ce mot. Et que dit le jugement, Christiane? Il dit qu'on va me jeter dehors parce que
Chez moi, il y a des sachets, des journaux. C'est vrai que quand je vais puisque je passe ma vie chez les médecins, les hôpitaux, quoique là j'ai arrêté beaucoup de médecins, beaucoup de perfusions, je prends plus que ce qui me permet de souffrir le moins possible physiquement. Oui. Voilà. Tous les autres traitements, je suis en train de le refuser depuis 2-3 ans, depuis que j'ai menacé d'expulsion. Bon, alors j'ai fait appel aux journaux et j'ai une dame très bien qui est venue, qui m'a demandé des preuves, c'est normal, que je paye mon loyer, tout bon, etc., qui a vu que c'était en désordre, qui a fait un article dans le journal très bien, très juste, et moi, naïve, à 71 ans, il serait temps que j'arrête d'être naïve, confiante, innocente. Il serait temps que ça me passe, ces 3 cancers là aussi. Personne, il y a plein de propriétaires qui a téléphoné à cette femme reporter, pour dire, tiens, Christiane, on lui offre une chambre, c'est qu'elle peut payer, puisque je peux payer un petit peu, puisque je suis devenue pauvre grâce à ma famille qui m'a renié. Mais dites-moi, Christiane, vous pouvez aussi faire appel du jugement. Ah mais ça y est, on en est au 50e appel. J'ai eu un jugement le 3 juillet là, qui a été rendu le jour de l'anniversaire de ma de fille. Le jugement a été rendu ce jour-là. Et je suis passée aussi le 6 mai, le jour de mon anniversaire. Ils doivent le faire exprès au palais. Je dois avoir la tête de turc. Voilà. Alors là, le jugement me donne jusqu'au 4 septembre. Comment il y a écrit, l'huissier, il m'a dit que je dois déguerpir. Eh bien, dites-moi. Seulement déguerpir, ça veut dire partir vite. Avec 2 cancers, je peux à peine marcher. Alors sûr. il m'explique comment je peux partir vite. Mais bien sûr, mais je pense que... c'est rigolo quand même. Aussi, non, c'est pas rigolo. Non, c'est pas rigolo du tout, ce que vous dites. Non, mais quand vous voyez déguerpir un huissier qui écrit ça à une vieille dame avec 2 cancers, il a pas honte un peu? Ouais, c'est pas joli. Ce que vous décriviez est une... Partir, c'est la loi, partir, d'accord, déménager, il y a des mots. Mais déguerpir, madame, c'est écrit. Je vous jure, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Déguerpir, une vieille dame avec 2 cancers, mais quelle honte! C'est ça la France, mais moi je veux mourir. Écoutez, et là je crois à l'euthanasie, mes professeurs me l'ont dit. Seulement, la loi, elle n'est pas passée, là, il y a encore quelques jours, voilà. Alors moi j'attends. J'attends quoi? J'attends qui? Personne. J'attends quoi? Rien. Voilà. Mais j'entends que vous êtes très en colère et je comprends votre colère parce que ce mot n'est pas joli s'adressant à vous, effectivement, alors que vous auriez besoin d'aide, de soutien, c'est honteux. Je suis d'accord. Mais bon, vous pouvez lui dire son fait à ce monsieur, rien ne vous empêche. Je suis allée et je suis tombée sur une dame, puisque ça fait 3 ans que j'y vais, puis ça fait 3 ans que je me bats pour rester dans ce taudis, parce que le propriétaire ne faisant aucune réparation, ça devient un taudis, forcément. Bon, ça c'est pas de ma faute, puisque moi tout ce qui... Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, la dame? La dame, cette femme, elle peut pas me voir depuis le début. Bon, décidément. Je ne sais pas pourquoi. Vous devez de l'argent, je vais vous jeter dehors. Or, c'est encore plus joli. J'ai encore payé au mois de juillet. D'abord, on m'insulte parce qu'on me dit que je dois de l'argent et je n'en dois pas. Quand j'avais de l'argent, je n'ai jamais fait de crédit et je n'ai jamais fait Christiane, de dette. J'entends que vous êtes... Christiane, pardon de vous interrompre, mais j'entends que vous êtes dans un état de très grande détresse. Est-ce que votre avocat, est-ce qu'il y a quelqu'un, en tout cas, de loi autour de vous qui vous a aidé, qui vous a soutenu? Parce que c'est à cette personne-là que vous devez vous adresser. Vous avez droit à l'aide juridictionnelle. Tout à fait, oui. Avec l'aide juridictionnelle, vous tombez sur une jeune avocate. Moi, ce matin-là, la première fois, j'avais une chimiothérapie. Oui, donc, d'accord. je ne suis pas allée. Ouais. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Pour avoir demandé un passage qui m'est dû et qu'on m'a enlevé, je me suis retrouvée avec un bail cassé et à la rue. Alors, je ne comprends pas comment, dans le même procès, on peut parler de 2 choses qui n'ont rien à voir. Je suis assez d'accord avec vous. Écoutez, en tout cas, vous avez toujours droit à cette aide juridictionnelle, et ne serait-ce que pour obtenir réparation des mots durs. C'est un avocat extraordinaire. Voilà. Il est même venu il y a quelques jours. Mais il m'a dit, si jamais on dit que c'est un taudis, que tous les plafonds sont imbibés d'eau ou quoi, ça va faire une raison supplémentaire pour vous jeter dehors. Si on dit qu'il vous harcèle depuis 30 ans, parce que ça fait 30 ans de harcèlement... Est-ce que vous êtes allé à la mairie pour demander de l'aide? Oui. L'assistante sociale, je l'ai vue au mois de février. Elle sait que le matin, j'ai 2 chimiothérapies, puisque j'ai 2 cancers. Et elle s'occupe de vous? Est-ce qu'elle s'occupe de vous?
Pas du tout. Elle m'a laissé tomber jusqu'au mois de Bon, alors écoutez, vous allez nous donner votre téléphone hors antenne et on va voir ce qu'on peut faire auprès de la mairie de là où vous êtes et éventuellement voir si on peut téléphoner à cette dame. Christiane, vous avez un témoignage qui est très poignant et très touchant, mais on va prendre votre téléphone hors antenne et voir ce qu'on peut faire. Merci de votre appel en tout cas. Merci. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 34 centimes la minute. Nous allons prendre Marie-Claire maintenant. Bonsoir Marie-Claire. Oui, bonsoir Caroline. Voilà, moi je suis en train de vivre un problème. Je suis dépressive depuis un certain nombre d'années et il y a des fois je suis très mal. Oui. Entre autres, je suis très mal en société, etc. Et je n'ai pas exactement les mêmes goûts que mon mari. Mon mari fait de la danse et un jour où j'étais très mal, et comme il me reproche très souvent de ne pas être câline et affectueuse, je lui ai dit, écoute, trouve-toi quelqu'un d'autre avec lequel tu t'entendras mieux. Ce qu'il a fait. La chose est arrivée, évidemment. Et là, je l'ai découvert par hasard. Et si je l'avais pas découvert, il aurait continué à faire comme si de rien n'était. Et je ne sais pas quoi faire parce que la première idée que j'ai, c'est de le laisser faire et de partir. Partir ? De le laisser, puisqu'il a rencontré la personne qu'il... Il vous l'a dit ? Oui, qu'il avait rencontré. Oui, il a bien été obligé de finir par reconnaître qu'effectivement, il avait une liaison extra-conjugale, on est bien d'accord. Est-ce qu'il vous a dit que c'était la femme de sa vie et qu'il avait envie de la quitter ? La femme de sa vie. Voilà, non. Donc tout de suite, je ne sais pas. Non, voilà. Donc on est bien d'accord. Il n'est pas non plus, il s'est pas emporté. Il a reconnu effectivement qu'il avait rencontré quelqu'un. Bon, écoutez, c'est pas à vous que je vais apprendre que ça arrive. Ouais, voilà. Et moi, je suis mal. Bon, j'ai suivi une psychothérapie et j'ai arrêté pendant 1 an. Alors je me dis, est-ce que je dois retourner la voir ? Oui, absolument. Retourner la voir avec mon mari ? Oui, aussi, éventuellement. Parce que ça fait quand même 33 ans qu'on est mariés. Est-ce que même si je me sens responsable de l'état de fait, Écoutez, vous êtes, en même temps, il n'y est pas allé avec un couteau sous la gorge. C'est tout de même lui qui a fait la démarche. Disons qu'il s'est senti peut-être déculpabilisé et, légèrement encouragé. Mais il y est allé tout seul comme un grand, d'accord ? Oui. Bon, alors, vous n'êtes pas entièrement responsable. On va dire qu'il a aussi une large part de responsabilité. Vous venez de parler d'un mariage de 33 ans. On fout pas tout en l'air comme ça. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. Et c'est tout. Vous allez aller retourner voir votre psychologue et également pourquoi ne pas emmener votre mari, parce que le fait de parler devant un tiers, ça permet de poser les choses, de pouvoir les dire plus calmement, de pouvoir faire état de son chagrin sans perdre tous vos moyens en même temps parce que vous êtes soutenu. Et lui, parce qu'il est devant quelqu'un, il l'entend et il le reçoit mieux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça fait que ça ne tourne pas au pugilat et au conflit. Donc du coup, moi je trouve que votre idée, elle est la bonne. Oui, d'accord. Alors, en même temps, ça fait combien de temps qu'il voit cette autre personne ? Vous le savez ? Eh bien, on participe à un cours de danse auquel je ne vais plus. Et là, elle fait partie du cours de danse, je pense, depuis 6 mois. Oui. Et bon, là... Donc c'est récent. Oui. Vous la connaissez ? Ah
oui, parce que je suis allée aussi quelques fois au cours et je sais très bien qui c'est, oui. Pourquoi vous n'y retourneriez pas au cours de danse ? Eh bien, bon, là, ce sont les vacances et ça n'a pas. Et oui, mais je dois avouer que vous ne vous sentez pas assez en forme pour ça. J'ai du mal à me dire. Parce qu'en général, si vous voulez, j'y vais pendant les vacances scolaires parce que moi, malgré que je sois en retraite, j'ai pris des activités auprès de mes collègues et en fait, je passe presque tout mon temps à l'école. D'accord. Donc, je ne pouvais plus y aller le mardi après-midi, donc j'y allais pendant les vacances scolaires, sauf les grandes vacances. Ouais. Mais je dois vous avouer que j'ai du mal, j'ai sans arrêt son visage en tête. Et oui. C'est difficile. Vous auriez du mal à affronter la situation, voilà. Écoutez, alors si effectivement ça vous est trop compliqué, ne le faites pas. Par contre, ne fuyez pas la situation. Ne fuyez pas la situation avec votre mari. Ouais, je pense qu'il vaut mieux. Oui, c'est ça. On fait le dos rond et puis ça s'installe et puis du coup il y a des non-dits et du coup après vous êtes dans un truc inextricable dont on n'arrive pas à sortir. Alors que quelquefois, vous avez aussi le droit de vous mettre en colère. Aussi, en colère, ça veut pas dire avec de la rage, avec des hurlements. Ça veut dire je suis en colère, dire ce que tu lui fais. Voilà. Oui, ça fait du bien de le reconnaître en disant je suis en colère. J'ai dit ça comme j'aurais dit mais je pensais pas que tu pouvais le prendre pour argent comptant et mettre ce que j'ai jeté comme ça en l'air à exécution. Ouais. On dit tout ça un jour ou l'autre, quand on est fatigué, quand on est énervé. Moi-même, j'ai eu des moments un peu compliqués, je suis fragile, j'ai été malade. Je pouvais pas imaginer que tu le ferais. Voilà, je suis déçue, mais en même temps, ça fait longtemps que toi et moi, nous sommes ensemble, et donc, je trouve que ça vaut le coup de continuer de vouloir être ensemble. Je vais vous poser une autre question parce que effectivement, il me dit la même chose. Il me répète la même chose en fait depuis le début de notre mariage, que je ne suis pas suffisamment câline et affectueuse et que lui, il a besoin de ça. Et alors il me dit si tu changes, j'arrête tout. Comment je peux changer? J'ai pas réussi jusque-là. Et je me demande comment je peux faire. Et je vais pas changer d'un coup de baguette magique. Qu'est-ce qui peut m'aider à vraiment changer? La psychothérapie peut-être. Et est-ce que vous devez absolument changer? Parce que c'est tout de même assez menaçant. Oui. Moi, je pense que vous devriez en parler. Vous devriez retourner voir cette femme avec laquelle vous vous sentiez bien, parce que c'est elle qui va vous permettre de pouvoir faire la part des choses et de voir exactement où vous en êtes. D'accord. Toute seule, c'est difficile. On a du mal à y voir clair. Prenez le temps. C'est de votre vie dont il s'agit. Donc, ne faites pas. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Ne faites pas. Ne lésinez pas là-dessus. Et puis, si vous le pouvez, emmenez-le de façon à ce que lui aussi prenne conscience de ce qui s'est passé et aussi de ce qu'il peut vous dire. Parce que on dit à quelqu'un si tu changes, je fais autrement. Bon, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, c'est que vous avez aussi certaines impossibilités dont on peut tenir compte. Oui, je ne sais pas d'où vient cette. C'est vrai que je suis froide. Oui, mais peut-être que le simple fait d'en parler avec lui ou avec cette femme peut dénouer et déverrouiller quelque chose. Croyez-moi, ça peut se passer comme ça. Et d'un seul coup, vous pouvez être amené à comprendre et changer, mon Dieu, je ne sais pas, mais peut-être vous ouvrir davantage et avoir besoin de sa tendresse, comme lui, visiblement, a terriblement besoin de la vôtre. Oui, je sais. Voilà, donc c'est bien qu'il tient à vous. Oui, ça c'est. Oui. Donc ça serait dommage de tout gâcher. Moi, je pense qu'on doit toujours se donner une chance chaque fois qu'on le peut et le plus souvent possible. D'accord. Bonne chance à vous, en tout cas. Merci. Et rappelez-nous surtout. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Il est 1h, le Flash vous est présenté par Loïc Loury. Bonsoir Loïc.